Le malheur, c'est que ça fait vraiment beaucoup de bruit et que ça vole vraiment pas haut, et que donc autant je pense qu'on a réussi à bien maîtriser la situation sur le monde des avions, autant les difficultés que nous avons autour des cérémoniaux particuliers montrent qu'on n'a pas su le maîtriser aussi bien au niveau des hélicoptères. Donc le problème se pose dans les mêmes termes, mais peut-être encore amplifié. Alors la deuxième façon d'agir, c'est la navigation aérienne. Aujourd'hui, nous avons des sujets qui malheureusement ont quelques succès médiatiques, avec le relèvement des altitudes de palier, altitude d'intersection de VLS, précis, à l'Île-de-France. Alors, ce sujet a commencé par le projet où on est remonté d'un niveau, donc de pied, c'est passé complètement inaperçu, tant mieux. Quelques satisfactions, pas de détermination, c'est un miracle. Ensuite, on a continué avec Orly, en arrivée face à l'Est à Orly. Bah, ça, vous en entendez parler relativement souvent dans la presse, pas la grande presse nationale, mais la presse d'Île-de-France. On va aller au bout. On a eu heureusement un avis favorable de la commission consultative de l'environnement, mais évidemment, quand on relève les altitudes d'interception de l'ILS, comme la pente est la même, on n'intercepte pas au même point. Et comme on intercepte à un point différent, la trace au sol de la trajectoire n'est pas la même. Et donc, le gain pour l'ensemble de la population est évident. Il y a une partie de la population qui ne voit plus du tout les avions et qui gagne vraiment beaucoup. Ceux qui sont sous les trajectoires à peu près maintenues gagnent un peu, et ceux qui sont sous la nouvelle partie de la trajectoire où il n'y avait pas d'avion avant perdent beaucoup. Alors, tout ça a été fait dans toutes les bonnes règles d'enquête publique, théorie du bilan du Conseil d'État et tout et tout. Ne vous inquiétez pas, on a fait le travail proprement. Ceci dit, ces explications ont du mal à être convaincantes pour celui qui est sur la partie de trajectoire et pas d'avion. C'est vrai, ce que je dis n'est pas propre à l'aérien. C'est vrai chaque fois qu'on fait des travaux d'utilité publique, que ce soit des routes, des voies ferrées, etc. Tout le monde considère que le train est un mode parfait du point de vue environnemental, sauf au moment où on pense que la voie ferrée ou quelques CRS ne sont pas inutiles dans le système en général. Notre-Dame-des-Landes est aussi un bon exemple. On est en train, c'est un historique, on déménage un aéroport uniquement pour des raisons environnementales. On n'a pas de raison de capacité aéroportuaire, on aurait très bien pu faire durer l'aéroport de Nantes-Atlantique assez longtemps. Mais Nantes-Atlantique impose des survols du centre-ville. On fait un investissement majeur qui est de créer un nouvel aéroport dans un endroit où il y a très peu d'habitants, mais il y a forcément quelques-uns. Là aussi, ça se passe de temps en temps de façon relativement violente. Et ce sujet de relèvement des altitudes, il va passer en version extrêmement active au début de l'année prochaine, puisque nous allons faire le relèvement sur ces approches face à l'Est d'Orly au changement de carte et de programmation des FMS en avril. Et nous allons commencer l'enquête publique sur Roissy, c'est-à-dire en fait toute l'Île-de-France, parce que le système est tellement compliqué qu'on ne peut pas le relever par petits bouts, il faut refaire tout d'un coup. Donc on va le faire sur toute l'Île-de-France à partir de janvier, en vue de le faire rentrer en phase active à l'automne prochain. Bon, j'espère. Normalement, on va quand même en prendre plein la gueule, c'est à peu près certain, parce que ceux qui sont contents, qui sont de loin les plus nombreux, ne le disent jamais, ils ont même quelques vergognes à le dire face à ceux qui sont mécontents, et ceux qui sont mécontents, en revanche, n'ont aucune hésitation. Deuxième grand sujet de navigation aérienne, c'est le problème des descentes continues. La descente continue, c'est évidemment un progrès, puisqu'on évite ces longs paliers. Si je reste sur la logique d'approche de Roissy, en gros, aujourd'hui, on a un palier de Pontoise à l'intersection de l'ILS et à la descente finale.
si on remplace ce palier par une descente, sur toute cette zone-là, l'avion est beaucoup plus haut. Avec en plus un régime moteur plus réduit, une descente généralement en lice à ce moment-là, donc une situation optimale du point de vue acoustique. Alors le problème, c'est que c'est très difficile à faire du point de vue contrôle aérien, parce que quand on fait le palier plus ou moins long, on a une capacité de réglage de l'interpénétration des flux d'avion entre eux. Quand on a une descente continue, je dirais que le temps de vol est parfaitement prévisible et donc on n'a pas de réglage facile de ce genre de choses. Donc ce qu'on va essayer de faire, là aussi tout ça va venir dans le courant de l'année prochaine, c'est de généraliser ces techniques qu'on a déjà pas mal testées pour les vols de nuit. Dans les vols de nuit, on a peu d'avions, donc le problème de réglage de l'interpénétration des nappes d'avion se pose beaucoup moins, et par contre c'est là que la valeur confort acoustique est de loin la meilleure. Pour le faire de jour, il faudra des changements considérables dans nos capacités de contrôle aérien, et on espère que ça viendra avec César. Il nous faut de la trajectographie réelle à 4 dimensions, et pas simplement une situation où on suit l'espace et où le contrôleur aérien fait le temps. Alors, dernier point que je voulais souligner, je l'ai déjà un peu abordé, parmi les travaux de recherche dont nous avons besoin, à côté de l'avion et de ses moteurs, à côté de la navigation aérienne, on a des travaux sur la perception qui sont compliqués, parce que plus on comprend le mal qu'on fait, finalement, plus on a de l'harmonie à faire et plus on se met des contraintes pour éviter à le faire. Mais tout de même, je ne vais pas faire ici un appel à l'obscurantisme, donc il vaut mieux essayer de travailler et de comprendre, et je crois que c'est un enjeu très important. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une nouvelle étape de la Convention Iroquois, Iroquois 2. Et Iroquois était parti principalement avec un univers de constructeurs ou de laboratoire Connemara qui est tourné vers d'abord des disciplines hard comme l'aérodynamique et la connaissance précise des avions. Et le grand changement aujourd'hui, c'est l'arrivée en particulier d'Air France et d'ADP, de la FNAM, d'un certain nombre d'organismes, de l'AF, qui sont plus du côté des utilisateurs des machines et de ceux qui les mettent à l'œuvre, et puis de ceux qui, comme les aéroports, ne sont pas directement des producteurs de bruit, mais quand ils disent ça aux riverains, ça termine très mal, parce que les riverains ont vraiment la claire conscience que ce n'est pas l'aéroport, il n'y avait pas le bruit qu'ils avaient. À coup sûr, ils sont en situation de se faire des reproches opérationnels par la terre entière et de se faire des reproches sur le bruit par l'ensemble des riverains qui quelquefois nous tapent aussi dessus, ils sont capables d'ailleurs de taper un peu partout. Et quand on voit la situation dans un certain nombre de communes, on se dit que ce n'est pas forcément toujours injustifié. Donc, on a fait rentrer le monde de l'exploitation dans l'Iroquois et je crois que c'est un progrès absolument essentiel pour faire avancer ça. Ce qui manque, et ce que je vais vous dire va vous paraître ridicule, ce qui manque, c'est la direction de la navigation aérienne. Alors elle manque pour de mauvaises raisons, un peu ancillaires, de début de la discussion, trop tard, un mois, tout ça n'a pas pu se mettre en place, etc. Bon, je trouve, vu les enjeux extrêmement importants qu'on a autour de la localisation du bruit, de certains éléments de modélisation, des choses comme ça, je fais un peu un appel pour qu'on accepte de préparer un avenant pour faire rentrer la navigation aérienne dans ce système, et là, on aura l'ensemble complet des différents acteurs de l'exploitation. Il me reste à vous passer la parole à tous, parce que j'ai probablement été un peu long. Je suis sûr que cette matinée sera l'occasion d'échanges extrêmement fructueux, et soyez réellement conscients
que vous tenez une partie essentielle de l'avenir de l'aviation entre vous. Maintenant, tu auras du kérosène, on trouvera des biokérosène ou d'autres choses, ça nous coûtera cher, on aura des tas d'ennuis, mais ça marchera. Par contre, le bruit aérien, on ne sait pas faire un mur anti-bruit. Donc ça se joue entre la localisation et le bruit à la source. C'est le bruit dont on ne sait pas se protéger, contrairement au bruit des transports terrestres, sur lesquels, au prix d'investissement relativement modique, on arrive à faire un changement assez important. Et quand on regarde l'évolution de notre société, il y a beaucoup moins de bruit aujourd'hui autour des grands aéroports qu'au temps des avions des années 70, mais l'aversion au bruit a augmenté considérablement. L'aversion au bruit a d'ailleurs augmenté aussi dans les autres modes de transport. Si on s'est mis à multiplier des murs anti-bruit alors que les camions sont beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui, que dans le passé, il y a des raisons. Si on s'est mis à faire des murs anti-bruit ferroviaires, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens achetaient pour bâtir des terrains le long des voies ferrées, c'est aussi parce que, pour des raisons qui appartient aux psychologues de déterminer, notre société n'a pas la même approche vis-à-vis du bruit. Rien ne laisse penser que ça va s'arranger. On se porterait d'ailleurs mieux si les oreilles américaines évoluaient comme les nôtres. Et donc, il faut prendre ce problème à bras-le-corps, et c'est votre rôle. Merci à tous. Merci Patrick d'avoir défini les enjeux du rapport et du bruit.